Et tout de suite, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Diana Paola Lévy en studio et notre invitée ce matin, il s'agit de Christiana Reali. Christiana, bonjour. Bonjour. Je veux juste dire à nos auditrices et nos auditeurs qu'ils peuvent nous suivre également en Facebook Live. Exactement, où nous retrouver ensuite en podcast Bien sur sûr. le site Radio J ou viso.fr. Voilà. Alors, Diana, une invitée éminente, Pétillante, pétillante, fascinante, époustouflante. Vous êtes née à Sao Paulo, vous êtes actrice et aussi comédienne italo-brésilienne. Vous fascinez, non pas seulement par vos Molières, obtenues à plusieurs reprises. Vous êtes de Musset à Molière, en passant par Corneille et Feydeau. Vous vous affirmez comme une actrice de premier plan dans le répertoire classique, avant d'illustrer dans des pièces anglo-saxonnes plus contemporaines, et aujourd'hui, dans une pièce incroyable, Les combats d'une effrontée. Christiana Reali, bonjour, Bonjour. et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est la première fois sur Radio J? Je crois pas. Je Non. crois que j'étais déjà venue. D'accord. Et pour une pièce aussi. Je me rappelle plus laquelle, mais j'étais déjà venue. D'accord. Cette pièce, si on commence par cette pièce de théâtre, au théâtre Antoine, et qui va avoir une tournée incroyable en Europe et en France à partir de janvier 2022, n'est pas un exercice de nostalgie. C'est une réalité que vous avez su transformer. Expliquez-nous. Alors, c'est donc une pièce sur la vie de Simone Veil. C'est adapté de son livre, sa biographie qu'elle a écrit, donc qui s'appelle Une vie. Et c'est vrai que c'est déjà un personnage, une grande dame, et qui me fascinait, et pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et quand j'ai lu son livre au moment de sa mort, je dois dire en 2017 à peu près, je me suis dit, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, peut-être par rapport aux résonances dans nos vies tous les jours, mais aussi comme personnalité de femme, comme ça, la fratrie, la famille. Voilà, évidemment, j'ai pas vécu malheureusement pour elle toutes les horreurs qu'elle a vécues, mais il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Et je me suis dit, j'aimerais bien le faire au théâtre, parce que c'est l'outil que je maîtrise le mieux. Et je sais pas, je me suis un peu pas identifiée évidemment à ces combats et à cette grande dame, mais il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Vous l'aviez rencontrée dans la vraie vie? Je l'avais rencontrée, mais pas du tout pour le spectacle. Je l'avais rencontrée lors des remises de médailles, de Légion d'honneur et tout, et à plusieurs reprises. Et c'est vrai que j'étais tombée, j'avais cherché des photos pendant le confinement que j'avais eu, parce que le papa de mes enfants avait eu plusieurs médailles, Légion d'honneur, et elle était souvent là. Et j'avais des photos avec elle, et j'ai retrouvé ces photos où en fait on est tous face au président qui remet des médailles et tout ça. J'ai avec mes filles, et elle est tournée vers moi tout le temps, et elle me regardait dans chaque photo, tout ce que je faisais. Elle s'occupait absolument pas de ce qui se... Et je pense qu'elle me trouvait pas assez... que j'arrivais pas à retenir mes enfants. Parce que les filles, elles étaient petites, elles étaient tout le temps en train de remuer. Oui. Et ça m'a toujours bouleversée, ces Elisa et photos. Toscane, qu'on salue d'ailleurs, Oui. parce que la transmission est importante. Alors justement, Christiana, vous parlez de fêlure dans votre pièce, et malgré tout, on ressort de là avec un hymne à la joie en disant « Cette femme est incroyable », et cette pièce nous plonge pas dans la tristesse ou dans l'aspect dramatique de sa vie. Au contraire, Oui. Plein d'espoir, et on a les 10 points clés de sa vie qu'on a un peu envie de s'approprier. Comment vous avez réussi à faire ce clin d'œil intergénérationnel ? Alors, moi, il y a beaucoup de choses dans le livre que j'ai pas pu mettre, parce qu'un livre, il est assez long. Mais j'ai pris un angle qui était la transmission. Et je voulais donc me focaliser sur ça, et qu'est-ce qu'elle va nous laisser en héritage, qu'est-ce que mes filles aujourd'hui ou nos enfants vont hériter d'elle, et l'importance aussi que ça va avoir dans leur vie, et qu'il y a eu déjà dans la nôtre, et aussi donner montrer que c'était une femme sans haine, avec tout ce qu'elle a vécu, parce que même après, en dehors de la Shoah et tout ça, elle a quand même été toute sa vie
poursuivi par son passé, par parfois des morts dans sa famille, qui l'ont beaucoup bouleversé, en dehors de sa famille qu'elle a perdue évidemment à Auschwitz, mais après sa sœur qui meurt en Allemagne, un enfant qui meurt aussi et tout ça. Et cette femme, elle a toujours été tournée vers l'avenir, et c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'elle a toujours fait confiance, elle a toujours fait confiance aux jeunes générations, alors qu'on pouvait penser qu'elle était un peu conservatrice comme ça, et puis un peu classique. Pas du tout, c'était une femme extrêmement moderne, parce que même sur ses airs un peu posés, classiques, avec son langage et tout, elle croyait aux jeunes, et elle dit, il faut penser à l'avenir. Donc, quand on lui demandait, mais l'Allemagne, comment vous avez pu y aller après tout ce qui vous est arrivé, elle dit, mais il faut dépasser ça. Elle m'a dit, ils n'ont pas pu tout enlever. Quand elle a vécu la Shoah, elle a dit, ils n'ont pas pu tout m'enlever. Ils m'ont pas enlevé mon humanité. C'est d'ailleurs comme ça qu'en 1975, elle fait voter la loi sur l'IVG. Et puis vous l'illustrez bien aussi dans votre pièce, où là vous êtes incroyablement Simone Veil, quand vous parlez de Simone Veil qui va au Parlement européen, première femme nommée Parlement européen. Comment vous arrivez à être Simone Veil pour de vrai? On a la sensation, Christiana, de la voir. Alors, ça, c'est... Je ne dois pas être la seule à le dire. Non, c'est vrai. Et je suis assez... Bon, d'abord, je suis contente parce que ça veut dire que c'est crédible pour les gens, parce que c'était un pari, que je pense que j'étais un peu inconsciente. Parce que je me suis dit, à partir du moment où c'est ces paroles qu'elle a écrites et qui a été lues par 1 million de personnes, je prenais pas le risque de me tromper sur les mots, par exemple sur le texte, comme je l'ai adapté et tout ça. Je me dis, bon, après tout, c'est ces mots. Je suis pas en train d'inventer quelque chose. Mais je me dis, si je rate le rôle, j'ai au moins sa parole qui est transmise. Je me suis dit ça. Mais Christiane a raté le rôle. Non mais on a la peur de tous les rôles en fait. Mais là, j'avoue que je ne me suis absolument pas préparée à l'intensité de. Enfin, tous les soirs, j'ai vraiment beaucoup le trac par rapport aux autres rôles que je jouais, parce qu'il y a comme une icône quoi qui. Je joue pas juste un rôle qui est grand, qui est magnifique, mais qui est difficile. Je joue aussi. J'ai l'impression qu'il y a l'icône qui dépasse le rôle. Vous l'incarnez. Je me rends pas compte, en fait. Tout le monde m'en parle. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, donc j'ai été investie par des images. Mais en même temps, par exemple, on me dit, mais tous les gestes. Mais si vous regardez les documents qu'on a de Simone Veil, elle fait pas de gestes. Donc je les ai un peu imaginés, un peu inventés, parce que moi je sais pas comment elle marche, je connais pas la démarche de Simone Veil, je connais pas. Elle est toujours cadrée à la télé en gros plan où elle bouge à peine la tête, elle bouge pas beaucoup. Donc on me dit mais comment t'as fait pour avoir la gestuelle, la façon dont elle. J'ai dit mais alors peut-être que inconsciemment même le petit foulard. Oui, alors après il y a le costume, c'est sûr que le costume, le chignon donne une attitude qui est déjà assez comment dire, on peut pas faire des milliards de gestes non plus. Un peu rigide, on va dire. Oui, c'est ça. Oui. Et donc mais c'est vrai que en fait je sais pas pourquoi je l'aime profondément et j'aime profondément ce rôle et tout ce qu'elle dit tous les jours je découvre en 10 ans des choses, d'autres choses, d'autres nuances, voilà. Mais j'ai le trac tous les soirs. Alors justement, on a 2 jeunes femmes de 17 et 28 ans en studio. Comment on gère le trac? Comment vous gérez le trac, Christiana? Alors c'est vrai que avec une confiance, mais c'est vrai que il n'y a pas de règle, hein. Il y a le bon trac et le mauvais trac. Il y a le bon trac qui va nous amener à être meilleurs, parce qu'on va être d'une concentration et d'une précision. Et il y a le mauvais trac qui est celui qui tout à coup part en vrille. Et par exemple, moi, quand il y a quelqu'un que j'aime pas du tout dans la salle, ou au contraire que j'aime trop et que je joue pour la personne, ça c'est pas un bon trac pour moi, parce que je me laisse pas aller. Oui, c'est ça. Mais c'est comme tout le monde, hein, même dans vos métiers, vous devez avoir le trac souvent et il faut le gérer. Et alors, justement, est-ce que la famille de Simone Veil est déjà venue vous voir? Alors, il y a une partie de la famille qui est venue et j'ai été très, 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 très touchée. La première personne qui est... Alors, déjà, j'ai dû demander les droits et les fils, donc, qui sont les ayants droit,
donné les droits. J'avais très peur de leur, j'avais peur parce que je faisais une adaptation, donc je prenais pas le livre et je le lisais pas, donc j'avais peur de leur avis. Oui, et en fait, quand ils ont lu l'adaptation, ils avaient un droit de regard, ils ont rien changé, et ça a été donc c'était déjà énorme. Et puis là, la petite fille qui est venue et sans que je sache, et qui a été très touchée. Et qui a dit des choses magnifiques sur elle, sur moi, enfin sur. Répétez-nous. Oh non, mais elle disait, mais c'est marrant comme on la reconnaît, justement, la justesse, l'intonation souvent, et puis Pierre-François Veil, donc, qui est venu, je crois, avant-hier, il y a 2-3 jours. Et avec sa femme, et qui était très Barbara et Pierre-François, oui. Et Barbara qu'on a reçu aussi. Et Barbara, elle est venue avec lui. Et c'est vrai je pense qu'ils ont été très touchés. Et ça m'a vraiment, je les attendais. C'était mes invités attendus. Quand on a toujours des représentations, on attend toujours. Et c'est vrai que la famille Veil, c'était ce que j'attendais un petit peu. Et est-ce que vous avez eu plus le trac en sachant qu'ils allaient... Alors j'ai demandé à ne pas savoir, parce que quand ils m'ont appelé pour dire on va venir, on voudrait venir vous voir, j'ai dit mais appelez tel numéro, ne me dites pas quand est-ce que vous venez. Parce que justement, je ne voulais pas trop, être très très gênée par leur présence et tout. Et ils ont été très 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 bouleversés. Et bon, moi j'étais ravie. Franchement, j'étais très touchée. Christiana, vous inspirez un nombre de jeunes actrices de notre génération, en tout cas de la mienne. Mais vous, qui est votre mentor ou qui vous a inspiré depuis votre enfance pour ce métier ou dans la vie, dans votre vie de femme? Je pense que mes grands-parents, mes grands-pères, et mon père m'ont beaucoup inspiré parce que c'est des gens qui aimaient qui aimaient les femmes dans le sens pour les droits des femmes, pour changer un peu le monde par rapport aux femmes. Mon père a eu 4 filles, il avait 3 sœurs, il a eu 4 filles. Je pense que c'est déjà pour la vie, pour avoir une indépendance. Ils étaient pour ça, et pour que les femmes soient indépendantes, qu'elles puissent gérer leur vie toutes seules. Et je sais que j'ai été un peu élevée là dans cette doctrine-là, d'être complètement indépendante. Et après, dans mon métier, j'ai été inspirée par beaucoup de grands acteurs. C'est vrai que le père de mes enfants, Francis Huster, m'a énormément aidée, m'a appris énormément de choses. Il m'a appris surtout à aimer ce métier pour les bonnes raisons, comme je dis souvent, c'est-à-dire à aimer pour les textes, par exemple, moi je fais pas de politique et je fais pas de choses comme ça, mais je trouve que les textes, nous les acteurs, en choisissant parfois des textes, de jouer des rôles, on est là pour porter cette parole-là autrement que avec des discours ou politiques ou des positions, mais il y a plein de façons d'en faire quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est une façon de choisir et d'exercer son métier, parfois par le divertissement et parfois aussi par une parole. Et puis de ne pas être snob, par exemple, dans le sens de nos métiers à nous, d'avoir d'aimer les gens, les spectateurs, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que j'ai commencé au théâtre Renaud Barrault. Ils étaient encore, Madeleine Renaud et Jean-Luc Barrault étaient encore au Rond-Point. Ils étaient directeurs au Rond-Point. Et je les voyais passer, ils venaient nous voir et tout. Tous ces gens-là m'ont beaucoup... je sais que c'était là que je voulais être. En les rencontrant par hasard, au café du Rond-Point, je faisais une figuration dans un spectacle. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est là où je veux être, avec des gens qui me parlent comme ça de l'histoire, du théâtre, des textes, des auteurs. Et sinon, en voyant Romy Schneider, quand j'étais petite, c'est vraiment des actrices, Romy Schneider, Adjani, Simone Signoret, ou même Annie Girardot. C'est des femmes comme ça, pour moi, qui me faisaient rêver quand j'étais jeune et que je voulais être actrice. Vous dites que vous avez été inspirée par vos grands-parents et votre grand-père. Avez-vous des combats de vie ou des envies de lutter contre une injustice ou des injustices, ou bien être engagée sur des sujets en particulier? Je pense que ça serait sur
sur des engagements sur les femmes, enfin avec les femmes en tout cas. C'est vous débauchez alors. Ah oui, bien sûr. Non, c'est vrai que je pense, parce que moi-même j'ai des filles et elles sont, et les jeunes d'aujourd'hui, elles sont très féministes, beaucoup plus qu'on l'a été, que ma génération l'a été. Oui, elles ont c'est vrai, hein, elles ont des certitudes comme ça mais des engagements même très poussés sur des choses. Moi, je sais que mes filles, des fois, elles me disent « Maman, mais voyons !» Et d'ailleurs, dans la pièce, quand j'ai choisi de faire une jeune thésarde qui vient parler de Simone Veil dans une émission de radio, je lui fais dire à un moment donné « Oui, c'était incroyable ce qu'a fait cette femme et c'est crucial, mais si je peux revenir un petit peu sur la loi de l'IVG, on parle jamais de liberté des femmes. Et on voit à quel point elle a été contrainte à faire une concession en disant c'est du domaine de la santé publique, l'IVG, et pas une liberté pour les femmes. Elle a été obligée de faire ça. On voit son discours d'ailleurs que vous reprenez en partie à l'Assemblée nationale, où effectivement elle l'a rendu complètement politique. Oui, et elle a dit c'est une concession. Et médicale. Voilà, c'est ça. Et sociétale. Parce qu'elle savait très bien que ça ne passerait pas si c'était juste pour le droit des femmes de disposer de leur corps. Donc ça passerait pas à cette époque-là. Et c'est ma fille qui m'a fait cette remarque, pas comme ça, mais elle m'a dit, mais c'était évidemment, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se battent normalement pour des choses. Et je lui dis, mais à l'époque, ça, c'était aussi agressif. Quand je parle agressif. Sinon plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, évidemment, pour elle, c'est normal, c'est acquis, mais c'est ça. Et c'était ça qui était intéressant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Parfois, on est dans un pays qui a quand même pas mal de choses de faites déjà, mais dans certains pays, pas du tout. Hein. Il y a même des pays où ça régresse. Hein. Où ça régresse, oui. C'est vrai. Exactement. Donc, je pense que ça serait, ça serait évident pour moi de m'engager, et aussi les enfants. Je pense que les enfants aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants. Là, vous êtes sur les 3 piliers de la Viso, l'éducation, la jeunesse et le statut des femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre convention à Liège organise en mars prochain, on vous accueillera, on assistera c'est gentil, à votre pièce de théâtre. Et je rappelle aussi que votre pièce de théâtre, à partir de janvier, fait une tournée. Oui. Vous avez combien de dates, Christiana, sur 2022 ? On a à peu près 68 dates, à peu près. Ah oui, Oui, on a 68 dates entre janvier et mai. Et on parle le 5 janvier déjà, on enchaîne pratiquement. Ouais, je sais que Marseille et des villes de notre réseau ont prévu d'y assister. Quel est votre rêve ? Si vous devez en partager un aujourd'hui avec nous ce matin. Un rêve, je pense, je sais pas, je pense je sais même plus le rêve que j'aimerais. En fait, j'en réalise un déjà là, parce que c'est la première fois que j'adapte, que je suis à l'origine et complètement sur le projet, même sur le choix de la metteuse en scène, tout ça. Donc c'était déjà un rêve, parce que c'était en 2017 que j'ai commencé à avoir l'idée de le faire. Donc ça a mis du temps parce qu'il y a eu le Covid et tout. Mais sinon, non, j'aimerais pouvoir continuer jusqu'à la fin de ma vie de jouer. Je pense que c'est vraiment un lieu que j'aime, et sur un plateau, c'est vraiment un endroit qui m'anime et j'espère que ma santé me donnera, ne me trahira pas jusqu'au bout. Voilà. On vous le souhaite, parce que vous faites quand même un travail important. Oui, c'est moins qu'on puisse en dire. C'est vrai. Alors la vie n'est pas qu'un exercice de nostalgie. Comment on peut rebondir sur cette phrase que j'ai lue, la façon dont vous retracez la vie de Simone Veil ? En fait, moi, nous les Brésiliens, on est nostalgiques. C'est ce qu'on appelle la saudade, on en parle souvent. C'est le mot qui donne une petite nostalgie, qui n'est pas que malheureuse, hein. La nostalgie peut être très heureuse. Quand on entend des chansons qui nous rappellent des moments et tout ça, c'est heureux, c'est pas des moments malheureux. Donc voilà. Moi, je suis un peu nostalgique, non pas du passé, mais de plein de choses, de petites choses. Bon, c'est mon, mais d'une façon positive. Mais je trouve que la vie, ce qui est bien, c'est que une chose qui est faite, elle a été faite, et on passe à autre chose, et on avance. Et je pense que c'est ça les combats en général. On avance, et on peut pas, comme elle dit dans la pièce par exemple, elle dit on ne peut pas réfléchir au passé, on est obligé d'aller de l'avant.
Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la vie n'est pas que nostalgie. Et c'est aussi cela qu'on fait à la Viso, Diana Paola. L'émission va toucher à sa fin, malheureusement. Ah oui. On aurait bien passé la journée avec vous. Christiana Reali, vous venez quand vous voulez sur Avec Radio plaisir, J. avec Un plaisir. dernier mot, Un Diana. dernier mot, la vie est la meilleure des écoles. N'évitons jamais les épreuves parce qu'elles sont là pour nous faire grandir. Et je le dis là aussi pour les jeunes auditrices générations. et les oui, jeunes générations. Bien sûr. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Ce bel hommage et cette belle présence, Christiana Reali. Merci à vous. Vraiment. Merci pour cette belle pièce qu'on ira voir sans faute. Ah bah, merci beaucoup. Au revoir.